Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Katia Astafiev, autrice, biologiste et voyageuse. Katia a parcouru une 60aine de pays en solitaire et nous allons nous attarder sur ses voyages en Laponie. À cheval sur les territoires norvégiens, suédois, finlandais et russes, cette région du Grand Nord est pleine de surprises. Katia va nous livrer avec beaucoup d'humour des anecdotes improbables et nous faire rêver avec les balades en chien de traîneau, les rencontres avec les rennes ou encore les aurores boréales. De par sa formation de biologiste, Katia est passionnée par les végétaux. Elle a écrit de nombreux livres à leur sujet, sur leur pouvoir extraordinaire et parfois redoutable. Grâce à des exemples concrets et des histoires captivantes, Katia va vous faire découvrir ce monde fascinant des plantes. Ce sont en effet des êtres vivants incroyables et essentiels à notre bien-être. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Katia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tellement improbable en fait de se parler aujourd'hui. J'avoue que j'y suis allée un petit peu au culot en te contactant sur Instagram après avoir découvert tes livres. Et voilà, la connexion s'est faite, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avec tes propres mots et peut-être à la fin nous dire un petit fun fact que tout le monde ne connaît pas forcément? Alors, pour me présenter, donc je suis autrice, entre autres, de récits de voyage. C'est surtout de ça qu'on va parler. Donc, avec mon livre le plus connu, c'est mon premier récit de voyage. C'est des voyages un peu partout autour du monde. Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Donc, voilà ce qui me caractérise, petite blonde aventureuse. Voilà. Et donc là, je parle de voyages un petit peu partout dans le monde, dans une quarantaine de pays. Depuis, je suis allée dans plein d'autres endroits. Alors, je compte plus et j'ai dû découvrir une soixantaine de pays. Enfin, le but, c'est pas d'aller partout, mais de prendre le temps de découvrir des endroits inconnus, des endroits insolites où on n'a pas forcément toujours l'idée d'aller. Et puis, donc, j'ai écrit plein de choses, en fait. Donc, sur la Laponie, on va en parler. Le dernier récit de voyage, c'est une randonnée dans les bois, dans les Appalaches, sur les traces des ours au Canada, toute seule avec mon gros sac à dos. Et puis, j'écris sur les plantes aussi, c'est une autre spécialité. Donc, sur les plantes et les explorateurs. J'ai un livre qui s'appelle Mauvaise graine sur les plantes sympathiques qui piquent, qui brûlent, qui tuent. J'explique un petit peu leur biologie. Le dernier, c'est sur les plantes dans le cinéma, où je me suis amusée à décortiquer plein de scènes de films pour, à partir du cinéma, parler de plantes. Ça fait voyager aussi, parce qu'il y a des films du monde entier. Et puis, j'écris un petit peu pour la jeunesse aussi. Là, le petit dernier, c'est une enquête dans le monde des plantes carnivores, donc un polar pour découvrir ces plantes assez incroyables que les enfants adorent, mais que finalement peu de gens connaissent, puisque ma spécialité de départ, c'est la vulgarisation scientifique, spécialisée dans la botanique. Et donc, voilà, je partage un peu mes différentes passions avec les livres. Et voilà, entre deux voyages, j'écris et je fais des rencontres, enfin voilà, je ne m'ennuie pas. Voilà. C'est parfait. Et est-ce que tu aurais un petit fun fact, une petite information que tout le monde ne connaît pas forcément sur toi? Fun fact, alors ça, je ne sais pas. Oh, il y en a certainement plein, mais alors je ne sais pas ce qu'il faut paraître. C'est pas grave, on va rentrer dans les petites anecdotes de voyage et je pense que là, il y a quand même ce qu'il faut en fun fact. Ouais. Est-ce que, avant qu'on se lance donc comme tu l'as expliqué, c'est vrai, ce qui te caractérise, c'est à la fois ce côté voyage et tout ce côté avec les plantes. Donc, les plantes, c'est aussi le bien-être, ça fait partie de notre vie, ça, c'est très important dans notre quotidien également. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est parfait pour le podcast, donc Good Visa, le podcast qui mêle à la fois bien-être et voyage. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient ce goût et cette passion pour les voyages que tu as depuis donc des années? Alors, j'ai toujours eu envie de voyager. En fait, je suis originaire de Lorraine, j'habite toujours en Lorraine.
Non, je suis près de Nancy, mais au départ, je viens d'une petite ville près du Luxembourg, dans une ville industrielle, assez tristounette. Quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, je voyais les fumées des usines. Je trouvais ça un peu triste. Hein. Enfin voilà, c'est la région qui veut ça. Et je me suis toujours dit, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Hein. Ça c'est bon, bah, c'est bien près de chez soi, mais le monde est vaste. Et j'ai toujours eu envie de bouger, de dépasser des frontières, de voir un peu d'autres horizons. Et quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu l'occasion. Avec mes parents, voyager, mais en France essentiellement. Et puis c'est vraiment quand j'ai fini mes études que j'ai tout fait pour faire mon stage de fin d'études à l'étranger. Donc je suis allée au Canada, à Montréal, pardon. Et ensuite, bah, j'étais là, j'avais du temps. Je me suis lancée dans un grand voyage en solo. J'ai traversé le Canada en train. C'était vraiment génial. Et là, j'ai vraiment pris goût au voyage en solo, où je dis toujours en plaisantant que souvent partir seul, c'est le meilleur moyen de ne pas le rester, hein, puisque c'est propice à toutes sortes de rencontres qu'on fait peut-être plus facilement si on est seul que si on est en groupe. Voilà, et donc le voyage est venu comme ça, et puis depuis, bah, j'ai pas arrêté, hein, c'est vraiment devenu une passion, toujours envie de découvrir, hein, parce que bien sûr, il y a les livres, il y a des reportages, il y a plein de choses pour découvrir le monde, mais rien ne remplace l'expérience personnelle qu'on peut avoir en bougeant un petit peu. Et c'est toujours intéressant de s'enrichir de d'autres cultures, d'autres pays, d'autres gens, d'autres horizons. Ça ne peut être que positif. Complètement d'accord, je suis totalement en adéquation avec ça. Et on a beaucoup parlé de voyage solo dans le 3e épisode de Good Visa, où on a parlé, voilà, le fait de, en plus, le voyage solo au féminin, pardon, d'autant plus. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le voyage solo? Tu mentionnais les rencontres. Est-ce qu'il y a autre chose qui te fascine dans ces voyages en solo? Alors, il y a une liberté, bien sûr, forcément, hein, quand on part tout seul, on se fâche avec personne, a priori, on se fâche avec soi-même, mais voilà. Donc, dans nos vies quotidiennes, on a souvent un certain nombre de contraintes, hein, par le travail, par la famille, par voilà le quotidien, alors que quand on part en voyage, c'est justement pour avoir une certaine liberté, pour sortir un petit peu de tout ça. Donc moi, alors après les voyages organisés, ça peut être très bien, hein, pour découvrir des lieux à visiter. Voilà, j'ai rien contre, bien sûr, mais disons que moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, parce qu'un voyage, on dit à quelle heure je dois me lever, est-ce que je dois manger, est-ce que je dois visiter, à quelle heure je dois monter dans le bus, que je dois aller voir. Je vois pas tellement l'intérêt pour ma part, hein, même si ça peut être intéressant de temps en temps. Par contre, voilà, partir seul, ça va aussi permettre de repousser des fois un petit peu ses limites, parce qu'on peut se retrouver dans des situations improbables au bout du monde, où on ne peut compter que sur soi-même. Je pense à ma randonnée au Canada, toute seule au fond des bois avec mon sac à dos. Je me suis retrouvée des fois dans des situations un petit peu difficiles. Et faut se lancer. À un moment, on peut pas attendre qu'un sauveur apparaisse comme par magie. Donc, ça permet aussi de se dépasser un petit peu, de se débrouiller. Et puis effectivement, dans les lieux, bon, alors pas dans la forêt toute seule dans les bois, mais quand on se balade dans les transports en commun locaux dans certains pays, enfin c'est vraiment le meilleur moyen de rencontrer des gens sympas. Des fois, c'est des échanges très simples, mais toujours agréables. Et ouais, c'est voilà, j'ai pris goût à ce type de voyage en tout cas. Ouais. Super. Et justement, donc en parlant de voyage, donc tu le mentionnais, tu as écrit plusieurs livres sur tes expériences. Moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse, où donc tu racontes ton expérience dans le Grand Nord, avec la Laponie. Donc c'est vrai que je me suis dit aujourd'hui qu'on pourrait aborder ce pays, enfin pas ce pays, mais cette région. Qu'est-ce qui t'a fait partir et choisir la Laponie en fait? Alors, j'aime beaucoup la nature, les grands espaces, les plantes, bien sûr, les forêts, mais aussi, voilà, c'est des endroits très, très ouverts. J'aime bien la ville de temps en temps, bien sûr, pour le côté culturel. Mais j'aime beaucoup la nature sauvage, ces grands espaces. Et puis, en Europe, pour trouver vraiment des très, très grands espaces, à part la Laponie, il n'y en a pas tant que ça, hein, même en randonnée, chez nous, on trouve toujours des maisons, des villages, des chalets, on va croiser d'autres randonneurs. Alors qu'aller dans des endroits comme ça, très isolés, assez lointains, voilà, ça permet de découvrir comme ça des paysages assez sauvages. Et le premier voyage en Laponie, ça a été un petit peu par hasard, hein, c'était un peu un vieux rêve comme beaucoup, partir en hiver, faire du chien de traîneau, vers des aurores boréales. Bon. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis je suis retournée dans différents endroits où justement j'ai pu explorer différents coins de la Laponie, hein, parce qu'effectivement, en dehors de ces grands espaces, de ces magnifiques forêts, on a aussi des villes, on a aussi des villages, on a aussi des gens, et il y a vraiment une culture intéressante.
Et donc, je suis allée finalement 4 fois, 5 fois, même depuis le livre, je suis retournée d'ailleurs côté suédois. Et finalement, c'est une région qui est pas très loin, pas si loin que de chez nous, qui est pas si connue que ça et qui est à cheval justement entre 4 pays. Donc, c'est intéressant aussi de voir un peu les différents endroits. Hein. Donc, on est dans le nord de la Finlande, nord de la Suède, de la Norvège et le côté russe qui est pas du tout connu, la péninsule de Kola. On ne sait pas trop les endroits à aller en ce moment, mais en tout cas, c'était une belle expérience il y a quelques années et voilà, des endroits où personne n'aurait l'idée d'aller parce que voilà, c'est pas des endroits les plus touristiques du monde, mais c'était vraiment des chouettes expériences. Ouais. Super. Et donc, comme tu le précisais, pour le redire à l'audience, donc la Laponie, c'est une région qui est située dans le nord, pardon, de l'Europe, couvrant des parties, comme tu le disais, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie, avec les Samis qui sont donc le peuple autochtone, donc on va beaucoup reparler d'eux. Donc ça s'étend vraiment sur une grande partie au-delà du cercle polaire arctique du nord-est de l'Europe. Ça s'étend sur des régions arctiques et subarctiques, ça englobe une vaste étendue de terres sauvages, de forêts boréales, de lacs, de rivières et de montagnes. Et le premier chapitre sur la première partie de ton livre, si tu veux bien qu'on commence par ça, tu expliques, parce que ce que je tiens à préciser pour l'audience, c'est que ce livre est plein d'humour. Je n'ai jamais lu de récit de voyage aussi poignant et aussi drôle. Et du coup, dans la première partie, tu expliques comment éviter le Père Noël en Laponie. Parce que donc effectivement, la Laponie, on ne peut s'empêcher de penser au Père Noël, avec notamment la ville de Rovaniemi, qui est donc la résidence officielle du Père Noël, avec son village où c'est, donc tu l'expliques, une attraction populaire qui attire des visiteurs du monde entier, où les gens peuvent visiter le bureau du Père Noël, rencontrer les reines et même franchir le cercle arctique. Et en fait, tu expliques, c'est fake news. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode-là ? Ouais. Alors effectivement, j'ai toujours des titres un peu rigolos, un peu accrocheurs, mais bon, qui permettent de parler de plein de choses sur le pays. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, on a cette image un peu cliché du Père Noël. Là c'est d'actualité justement, et donc c'est devenu un peu l'attraction touristique du coin. Et évidemment, moi, en partant là-bas, j'avais pas d'envie particulière d'aller dans ce coin-là, qui est un peu, qui est sympa avec des enfants, mais sinon pour un adulte tout seul, bon, c'est un peu l'attrape touriste. Et puis, voilà, j'ai vu par exemple, pour se faire prendre en photo avec le Père Noël, c'est 40 €. Bon, moi, à ce prix-là, je préfère me faire prendre en photo avec Brad Pitt ou avec George Clooney, hein, mais voilà. Mais bon, ils n'étaient pas là-bas. Voilà. En tout cas, voilà, c'était aussi pour aller, des fois, ce que j'aime bien, c'est aller à l'encontre de certains clichés, parce qu'on a tous des images de certains pays. Et puis, finalement, quand on y est, on découvre un peu, parfois d'autres réalités, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, j'ai commencé par ce côté un petit peu amusant, mais, les images qu'on peut avoir de la Laponie, mais j'ai aussi fait des découvertes un peu improbables par moments. Bien sûr, et ça, on va y venir. Et si on peut je vais faire un tout petit point historique pour les auditeurs et auditrices. Donc en fait, il y a des vestiges archéologiques qui témoignent de l'arrivée des premiers habitants à Laponie il y a 6000 à 7000 ans. Et donc les Samis, comme je le mentionnais tout à l'heure, le peuple autochtone, eux, ça remonte à plus de 4000 ans. C'est le dernier peuple indigène d'Europe. Et au cours, ensuite, on a eu l'ère viking. La Laponie, elle a été visitée, explorée par les Scandinaves. Plus tard, ça a été influencé par des mouvements de colonisation, que ça soit colonisation suédoise, russe. Donc voilà, ça a laissé une certaine empreinte sur la région. Et puis, comme tu l'expliquais, tu as pu justement visiter ces différentes parties de la Laponie. Et une de mes premières questions, ça va être par rapport au climat. Donc ça, tu en parles dans le livre. En plus, tu as eu l'occasion d'y aller à différentes périodes où ça peut varier de moins 40 en hiver à l'intérieur des terres jusqu'à 27 degrés à peu près en été. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce climat et bien évidemment aussi de cette différence avec la lumière du jour qui varie? Oui, effectivement, la Laponie, on a cette image de pays de région très froide. Donc dans les terres, effectivement, on a des endroits où il peut faire des températures vraiment rafraîchissantes, on va dire ça comme ça. Mais bon, alors moi j'y suis allée à plusieurs saisons, donc c'est ça qui était intéressant parce que évidemment quand on y va en été où il fait jour tout le temps, où il fait bon, et puis en hiver où il fait nuit tout le temps, avec ça c'est une expérience complètement différente. Et puis en fonction de la période et de l'endroit, il fait pas forcément si froid. Pour aller aussi à la rencontre des idées reçues. Par exemple, j'ai atterri en hiver à Tromsø. Là, on est au bord de l'océan et il y a le Gulf Stream. Et du coup, ça adoucit énormément. Et finalement, il fait jamais très froid. Donc, même en plein cœur de janvier, il y a 0 degré, -5. Enfin, c'est comme chez nous. Donc, c'est pas des températures diaboliques.
Et puis sinon, quand je suis allée la première fois en hiver, c'était en mars. Donc ça, ce qui était bien, c'est que on avait encore plein de neige. Donc vraiment un climat d'hiver, déjà un petit peu de lumière, et puis des températures, pareil, pas vraiment froides en fait, autour de -10, 0, donc pareil à nouveau à peu près comme chez nous. Donc voilà, pour les gens très frileux, on peut aller en Laponie à des périodes hivernales, profiter de l'hiver sans qu'il fasse si froid. Voilà. Et puis effectivement, ce qui est assez extraordinaire, c'est ces journées très longues, ces nuits très longues. Alors la nuit, c'est vraiment particulier, cette nuit qui des fois est pas si sombre d'ailleurs dans certains moments de la journée entre guillemets, puisque on a des espèces de lumières quand même assez particulières. Il y a aussi la possibilité de voir des aurores boréales. Alors ça, c'est un spectacle assez magique. Et puis la journée aussi, là c'est un peu bizarre, c'est perturbant. Au début, on sait pas trop l'heure qu'il est, puis jour tout le temps. Alors il y a des avantages pour la randonnée, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de regarder votre montre en disant faut que je sois rentrée avant la nuit. Là, vous partez à n'importe quelle heure, il fait jour, vraiment jour tout le temps. Donc il y a aussi certains avantages pour l'été. Enfin, en tout cas, c'est quand même des drôles d'expériences finalement. Ces saisons complètement différentes de chez nous. Là, par exemple, pour l'hiver, j'étais allée donc au mois de janvier à Tromsø, donc un festival de cinéma d'ailleurs. Comme quoi, on peut faire des choses aussi en Laponie auxquelles on ne pense pas forcément. Complètement. Et voilà, c'était mi-janvier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le moment où le soleil revient. Et alors, il y avait un moment un peu magique. À un moment, j'avais des gens en ville, ils se promenaient tous, ils allaient tous dans la même direction. Je me dis, mais oui, bon, tous, il doit se passer quelque chose. Hop, donc j'ai suivi un peu. Et puis hop, les gens allaient se percher sur une colline pour voir le soleil qui réapparaissait, qu'ils n'avaient pas vu depuis des semaines et des semaines. Donc c'était vraiment assez magique. Donc le soleil venait faire coucou, puis hop, il se recouchait tout de suite. Mais c'était assez amusant et assez chouette en fait. Ouais, voilà, donc c'est des moments comme ça, un peu improbables qu'on peut vivre dans ces régions-là. Complètement. Et si tu devais choisir, toi, entre vivre en Laponie quand il fait jour tout le temps ou quand il fait nuit tout le temps, peut-être question facile, mais qu'est-ce que tu choisirais? Alors, vivre en Laponie, si on vit en Laponie, toute l'année, on bénéficie des deux. Je pense que les hivers doivent être assez longs, forcément, pour les gens. Bon, ça, c'est un peu le cas partout en hiver, le manque de lumière. Voilà, donc il y a peut-être certains niveaux de dépression plus importants dans les pays où les gens ne voient pas du tout le soleil. Après, voilà, il y a des belles choses, je pense aux aurores boréales, mais voilà, on en a vu, je crois, en France il y a pas longtemps, donc comme quoi, on va voir des choses un peu partout. Oui, enfin c'est difficile à dire. L'hiver, c'est sûr qu'il y a cette magie de l'hiver, avec la neige, les arbres qui sont par endroits mais recouverts de neige. C'est très très impressionnant la quantité de neige qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que c'est quand même très très beau. Et puis l'été, oui, c'est sûr que voilà, on a cette lumière aussi. En fait, c'est des lumières qui sont assez différentes de chez nous. C'est ça qui est bien aussi, en fait, en fonction des saisons, en fonction de la luminosité, des nuages. Enfin, on a vraiment des ambiances, des très belles ambiances, en fait, des beaux ciels. Ouais. Et justement, tu parlais des aurores boréales. J'ai adoré encore une fois, quand je disais que ton livre est plein d'humour et par rapport au titre, il y a notamment le chapitre « Comment avoir l'impression d'être en boîte de nuit en admirant les aurores boréales ». Donc ça, tu nous expliques que tu as pu voir ce qu'on appelle la phase active et je ne savais pas qu'il y avait différentes phases dans les aurores boréales. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, c'est vrai que les aurores boréales, on a toujours des images. Moi, avant, j'en avais jamais vu, donc ou vraiment des reportages sur des photos. On voit des ciels roses ou verts, mais bon, on dirait que c'est comme ça et que ça bouge pas. Bon. Et puis on se rend compte que effectivement, on peut avoir des traînées, ça bouge en fonction du temps. Il y a du mouvement. Et puis il y a ce phénomène. D'ailleurs, effectivement, je ne connaissais pas. Alors c'est assez rare, donc on va avoir de la chance pour le voir. Et puis on peut des fois tomber sur une phase un peu hyper active des aurores boréales avec plein de lumières différentes. Et effectivement, j'ai présenté avec le titre parce que ça donnait un peu l'impression d'être en boîte de nuit parce qu'il y avait plein de lumières de toutes les couleurs. Ça clignotait, ça s'allumait, ça s'éteignait. Alors, moi je dis c'est Dieu qui joue avec l'interrupteur. Voilà. Et c'était vraiment mais très très impressionnant. Ça a duré un quart d'heure et toutes les lumières tournaient. Il y a des faisceaux de lumière comme ça qui tournaient avec plein de couleurs. Enfin, c'était absolument incroyable. Et donc, je ne savais pas qu'il y avait des moments comme ça, des aurores boréales, qui pouvaient être assez extraordinaires. Alors déjà, quand il y a ces traînées un peu lumineuses, colorées, c'est très beau. En plus, cette phase active comme ça, c'est très, très impressionnant. Ouais. Oui, ça doit être complètement presque faire peur, en fait, de regarder le ciel et de se dire « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ouais, on peut imaginer que les habitants, il y a très longtemps, devaient peut-être parfois avoir peur. Après, il y a toutes sortes de légendes sur ces aurores boréales, parce que d'où ça pouvait venir, ces lumières dans le ciel. C'est vrai que c'est impressionnant et en même temps, c'est un des plus beaux spectacles, je pense, que j'ai vu dans ma vie.
Ah, super. Et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure par rapport à, tu mentionnais la végétation locale, donc elle est composée de taïga et de toundra. Et pour le petit rappel, donc la taïga, c'est qui est également appelée forêt boréale, ce sont de vastes étendues d'arbres conifères, et la toundra, ce sont des paysages plus ouverts, dépourvus d'arbres, composés principalement de mousse et d'herbes basses. Donc par rapport à ce qui est faune et flore, pour le côté avec les animaux, il y a donc en Laponie, on entend parler des renards arctiques, des rennes, des ours bruns, des loups. Et toi, tu nous parles à un moment, notamment l'expérience où tu as voulu essayer de faire avec des chiens de traîneau, de jouer un peu à la meucheuse. Donc tu expliques comment se mettre dans la peau de Jack London en faisant du chien de traîneau. Donc Jack London, pour rappel, c'est l'auteur de Cro-Blanc. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Parce que c'est vrai que quand on pense Laponie, on pense chien de traîneau, toute cette neige dans la taïga. Comment c'était pour toi? En fait, ça a été un peu le déclencheur pour aller là-bas. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais mon voyage là-bas, c'était un cadeau d'anniversaire au départ, où tout le monde s'était cotisé. D'abord, j'avais demandé une balade en chien de traîneau. Et je voulais aller dans le Jura. Puis après, je me suis dit, mais attends, pour faire du chien de traîneau, quel est le meilleur endroit où aller? Puis chez nous, on est plus sûr d'avoir de la neige. Du coup, je me dis, allez, le chien de traîneau, c'est le Grand Nord. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Pour vivre cette expérience, alors que j'ai fait vraiment de manière très modeste. Hein. C'était vraiment l'expérience pour les touristes, la balade de 3 heures. Voilà, je suis pas partie pendant une expédition pendant des semaines dans le forêt. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'initiation. C'est pour ça que je plaisante un petit peu avec ça, où on joue un peu aux aventures de Jack London, mais évidemment, voilà, de manière très basique, si je puis dire. Et ça a été aussi une expérience assez magnifique parce que être plongé comme ça dans ces paysages avec ces chiens qui sont magnifiques. Et en plus, on se rend compte qu'ils adorent ça, eux, cavaler dans la neige. C'est dans le traîneau, donc on pouvait être 2, un qui conduisait, un qui guidait. Comme j'étais toute seule, je faisais les 2, donc je conduisais tout le temps. Donc j'avais pas de temps mort à me mettre dans le traîneau à attendre que ça se passe. Donc j'ai guidé tout le temps. Et puis quand la dame m'a vu arriver, elle m'avait mis 5 chiens, elle m'a regardé, elle dit oula, peut-être en enlever 2. Et effectivement, j'ai tout de suite remarqué, au début on monte sur le traîneau, on met les pieds sur le frein, et dès qu'on lâche le frein, les chiens, ils tracent, ils foncent, ils adorent ça, et vraiment, donc c'est quand même assez sportif, faut s'accrocher. Mais c'était vraiment une expérience, puisque c'est un peu, voilà, c'est les auteurs qui me font rêver aussi, hein, Jack London, tous ces récits, L'appel de la forêt, ces récits du Grand Nord dans un milieu très très extrême, très difficile en l'occurrence. Hein, c'est vraiment, ça se finit pas toujours très bien. Ça c'est une nouvelle, mais voilà. En tout cas, c'est des expériences assez magiques aussi. Ouais. Et est-ce que les chiens après se laissaient approcher pour aller les caresser? Parce que j'imagine quand on vit un tel moment avec ces chiens, après on a peut-être envie d'aller les voir, de les caresser. Je sais pas s'ils sont très friendly, on va dire. Ils étaient gentils. Hein, il n'y a pas de souci avec ces chiens-là. Voilà, ils avaient l'habitude de vraiment de voir du monde et tout. Mais c'était en Russie. À un moment, il y avait un chien de traîneau près de la maison. J'ai voulu m'approcher il n'avait pas l'air trop content. Je me suis pas risquée. Mais non, sinon c'était des bons chiens, gentils. Voilà. Super. Et on le mentionnait tout à l'heure, donc le peuple en Laponie, ce sont donc les Samis. Tu en parles beaucoup dans le livre. Ils ont donc un mode de vie traditionnel parce qu'ils ont traditionnellement 1, 2, 3. Ils ont traditionnellement mené une vie nomade et semi-nomade en se déplaçant avec leurs troupeaux de rennes à la recherche de pâturage. Et c'est vrai que l'élevage de rennes est au cœur de leur mode de vie. Ça va leur fournir de la nourriture, des peaux, des matériaux pour l'habillement et d'autres ressources essentielles. Et ça, donc, pour terminer ce mini-chapitre, on va dire, sur la faune et la flore, est-ce que tu as été à la rencontre de rennes? Est-ce que tu as pu, je sais pas, est-ce qu'on peut les caresser, les rennes, ou dans des élevages, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas vraiment envisageable? Alors les rennes l'hiver, ils sont rassemblés, les troupeaux sont rassemblés dans des enclos. Il y a même des endroits dans les lieux, dans des villages, dans les lieux touristiques où les gens peuvent aller voir les rennes, les caresser, voilà. Donc on peut même faire des balades tirées par des rennes. Enfin voilà. Donc les rennes, évidemment, on en voit. Après l'été, ça j'en avais vu en retournant en Laponie, où j'avais fait une randonnée en Suède. Et là, les rennes, ils sont alors c'est pas des animaux sauvages, c'est des animaux d'élevage, mais ils sont en toute liberté, donc voilà, c'est presque comme des animaux sauvages. Parce qu'en fait, en Norvège ou en Laponie, il n'y a plus vraiment de rennes sauvages. Il y a juste dans un parc national au centre de la Norvège, donc c'est plus en Laponie, c'est plus au sud,
dans le parc national d'Arganganvida, enfin un truc comme ça, un nom un peu compliqué. Et là, il y a des troupeaux de rennes sauvages. Mais sinon, en Laponie, c'est des rennes d'élevage. Et donc, c'est un métier éleveur de rennes. Et là, donc, c'est des gens qui s'occupent vraiment de leurs troupeaux. Les rennes sont marquées, ils ont des entailles aux oreilles pour les reconnaître. Et puis, voilà, ils appartiennent à quelqu'un. Et ce qui est bien, effectivement, l'été, en partant en randonnée, là, quand j'étais allée en Suède, on est vraiment au milieu de nulle part, parce que là, c'est des chemins, mais très, très peu fréquentés. Donc, vous pouvez marcher tout ça toute la journée, vous êtes tranquille. Et là, voir un renne apparaître, c'est un peu aussi un moment magique, parce que, voilà, on s'y attend pas toujours, il y en a pas partout. Et là, voilà, c'est un peu comme quand on croise un animal sauvage. C'est des bons moments. Oui, parce qu'il y en a en troupeau et tu peux en croiser aussi peut-être, je sais pas s'ils se déplacent en solitaire, comme tu disais, au détour d'une balade avec des chiens, ça doit faire bizarre d'apercevoir. Voilà, en hiver, oui, ils étaient plus rassemblés en hiver, Ouais. ensemble. Donc là, ceux que j'ai vus, en tout cas, ils étaient pas très, très difficiles à voir. Voilà, pour le côté hivernal. Ouais. J'imagine. Et donc pour les Samis, si on bascule un petit peu sur le côté langue et culture, donc ils ont leur propre langue. Le Sami se décline en plusieurs dialectes et cette langue, elle est essentielle pour la préservation de la culture, de la transmission des connaissances traditionnelles. Et ça, tu as pu expérimenter leur culture, notamment quand tu as été dans un festival où tu t'es retrouvé dans un concert de rappeurs aborigènes où tu t'es retrouvé à fabriquer des porte-monnaies en peau de poisson. Après, tu étais dans une tente avec eux. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer ce peuple? Parce que tu nous racontes aussi, désolé, il y a 20 000 questions en une question, mais voilà, nous parler peut-être un petit peu de ton expérience avec ce peuple, parce que c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans le partage de ce podcast, c'est de oui, raconter les grandes lignes d'un pays, mais c'est vrai qu'aller creuser un petit peu plus sur le peuple, je trouve que c'est très intéressant. Et ça, tu en parles beaucoup avec la conservation de leur culture et que tu as beaucoup échangé avec eux là-dessus. Oui, alors j'ai eu de la chance de bien tomber au mois de juillet en Norvège, où chaque année il y a un festival qui s'appelle le Riddu Riddu, un festival des peuples autochtones, qui était au départ centré sur les peuples samis, et puis maintenant ils ont ouvert aux peuples autochtones du monde entier. Et donc c'était un festival vraiment génial, et avec des concerts, mais aussi une espèce de colloque où les gens venaient échanger sur la culture sami. Il y avait des ateliers la journée. Enfin, il y avait vraiment un super programme pendant plusieurs jours. Puis il n'y avait pas tant de monde que ça. À la fin, on voyait un peu toujours les mêmes têtes. On avait l'impression de connaître un peu tout le monde. Donc, c'était vraiment sympa. Et ça a été vraiment un beau moment, justement, pour mieux connaître cette culture qui a été longtemps assez malmenée. Quel que soit le pays, que ce soit la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie. Pendant longtemps, les gens ont vraiment brimé les peuples autochtones, leur interdisé de parler leur langue à l'école. Il y avait la langue officielle qui était imposée, et leur culture a été de plus en plus malmenée, voire détruite dans certains cas. Et heureusement, ça c'était le côté positif, c'est que il y a vraiment des choses qui reviennent, des jeunes notamment qui se battent pour redynamiser leur culture, et avec des festivals comme ça. Alors bon, ça c'est un festival qui existe depuis 30 ans, mais vraiment qui est une occasion de faire vraiment connaître cette culture, la musique, il y a aussi de la littérature sami, il y a tout un tas de choses, l'artisanat bien sûr. Et puis en même temps, c'est plus maintenant ça s'est modernisé. Je pense à la musique. Effectivement, il y avait des concerts complètement improbables. Il y avait donc même avec d'autres peuples autochtones d'ailleurs. Il y avait par exemple un rappeur aborigène australien. Il y avait un Indien d'Amérique aussi qui faisait aussi un mélange de musique, de ces musiques traditionnelles avec de la musique beaucoup plus contemporaine. Donc c'était vraiment intéressant de voir ce mélange un peu de musique entre des choses très très traditionnelles et des choses très modernes, très contemporaines. Mais en tout cas, toujours un moyen de faire revivre ce passé par la langue aussi. Alors maintenant, ils ont le droit, heureusement, d'apprendre leur langue à l'école, de la diffuser, de la partager. J'ai même été à un mini cours de sami, un cours de sami pour les nuls, c'était assez rigolo. On a appris quelques mots, quelques phrases hyper importantes pour survivre en Laponie. Alors bon, je vous épargne la prononciation, mais ils nous apprenaient des choses rigolotes du genre je m'appelle Katia, tout va bien, ou bien des choses genre où est le papier toilette, ça peut servir pour le festival, ou bien cachons-nous derrière le séchoir à foin, un truc improbable. Évidemment, c'est pas les premières phrases qu'on a besoin d'apprendre en Laponie, mais voilà, parce que c'était assez rigolo et c'était sympa comme tout. Et donc c'était vraiment un moyen d'en savoir plus sur la culture de ces peuples-là, et
de manière positive, de voir vraiment ce renouveau de cette culture qui est quand même positive, parce que malheureusement, c'est des régions aussi menacées de plus en plus par d'autres choses, par exemple les changements climatiques, hein, ça c'est fortement d'actualité, mais on parlait des rennes tout à l'heure, hein, les rennes, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Ils mangent du lichen sous la neige. Maintenant, avec les changements climatiques, parfois on a des redoux importants, donc la neige fond. Après, ça regèle, donc c'est des grosses épaisseurs de glace, et les rennes n'arrivent plus trop à manger parce qu'ils ne peuvent pas gratter la glace. Et maintenant, on a des éleveurs qui sont obligés de venir nourrir leurs rennes parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir dans la nature. Donc voilà, ça c'est problématique. Il y a aussi des projets de mines dans certaines régions, des projets de voies ferrées, enfin des choses qui entachent vraiment le paysage et qui menacent vraiment des pratiques traditionnelles. Donc c'est vraiment quand même des cultures à la fois très belles, mais malheureusement parfois aussi menacées par les changements globaux et puis les autres actions humaines. Bien sûr. Et je ne sais pas, j'imagine que tu es familière avec l'émission Rendez-vous en terre inconnue, que ce soit avec Frédéric Lopez ou Raphaël de Casabianca, que j'espère recevoir un jour au micro de ce podcast. Est-ce que tu t'es pas dit des fois que tu étais un peu dans cette émission à te retrouver dans des situations tellement improbables, à échanger avec les cultures locales, où tu devais te dire « Ah oui, je suis vraiment loin de chez moi et en même temps, je suis en pleine immersion dans leur culture ». Je pense notamment à cet exemple du chapitre où là, tu as été en pleine immersion dans la culture, j'ai envie de dire, où tu dis « Comment dormir chez un papy Sami qui joue de l'accordéon et du ukulélé », où en fait, tu as pu avoir des moments extrêmement précieux, j'ai envie de dire, avec les locaux. Voilà, alors aussi en voyageant, c'est vrai que j'aime essayer de trouver des logements chez l'habitant, justement, pour aller à la rencontre des gens. On voit rarement dans un hôtel 4 étoiles, hein, alors ça peut être bien pour se reposer une fois de temps en temps, mais enfin, c'est pas là qu'on va faire les rencontres les plus intéressantes et les plus improbables. Quoique tout peut arriver, hein, mais bon. C'est vrai que là, j'ai plutôt choisi, soit, la Laponie, c'est assez cher, donc prendre sa petite tente, son petit camping, ça peut être sympa en été, ou bien dormir en chambre d'hôte. Et là, l'avantage des chambres d'hôtes, c'est qu'on peut des fois tomber, alors des fois, des gens s'en moquent un peu, hein, ils donnent les clés, ils s'en vont, ça peut arriver, mais parfois, encore, heureusement, il y a aussi des gens super accueillants qui font ça pour le plaisir d'accueillir des gens. Et là, effectivement, j'étais tombée sur un petit monsieur qui était vraiment adorable, qui m'a chouchouté, il m'a préparé du ragoût de renne. Enfin, le matin, je me réveille, il jouait de l'accordéon sur la terrasse au bord du fjord. Enfin, c'était vraiment des moments sympas. Donc oui, on peut rencontrer comme ça des gens intéressants et justement en partant seul. Alors peut-être que si j'avais été à 2 ou 4, ça serait peut-être pas passé comme ça. Effectivement, il aurait donné les clés, il dit vous débrouillez, vous êtes entre vous. Alors que le fait d'être seul, finalement, les gens venaient aussi facilement discuter, échanger. C'est un peu cet avantage de partir seul. Oui. Ça doit faire des super souvenirs et merci pour la transition parce que ça va nous permettre j'avais envie de parler un petit peu de gastronomie. J'aime beaucoup me pencher sur ce sujet-là, sur les différents pays. Donc, c'est on disait un climat hivernal, donc une cuisine hivernale avec, donc en raison du froid et des hivers rigoureux, la cuisine de la Laponie étant être consistante, énergétique, les plats chauds et nourrissants qui sont appréciés pour faire face aux conditions extrêmes. Donc là, tu nous expliquais qu'il t'a fait une soupe, donc peut-être même on pourrait dire un ragoût avec la viande de renne qui est une composante importante de la cuisine laponienne. Et qu'est-ce que ça a comme goût? Est-ce que c'était assez surprenant la première fois que tu l'as goûté? Alors c'est bon, hein. Alors c'est sûr qu'il faut pas être végétarien là-bas parce que les plats traditionnels d'hiver c'est beaucoup à base de rennes, bien évidemment. Hein. Il y a pas de vache, donc évidemment c'est l'animal local. En plus c'est un animal. Là on peut pas trop critiquer les conditions d'élevage, puisque c'est des animaux qui ont vécu toute leur vie en plein air, en pleine nature, qui ont été heureux toute leur vie. Donc déjà c'est quand même un élevage vraiment traditionnel et bienfaisant envers les animaux. Et puis, ça donne une viande qui est très tendre, qui est très bonne, qui est assez calorique, un petit peu grasse. Et souvent, c'est en ragoût avec des pommes de terre ou en kebab aussi. Au festival, il y avait des kebabs de Rennes. Donc, c'est une bonne viande. Ouais. Un kebab de Rennes. Alors ça, tu vois, je ne l'avais pas trouvé dans mes recherches. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi donc forcément le saumon avec les cours d'eau de la Laponie qui offrent des possibilités de pêche où le saumon va être très apprécié et cuisiné de différentes façons. Et j'ai même une petite pensée pour ma kiné qui a été aussi en Laponie et qui me racontait que elle a goûté des soupes avec du saumon à l'intérieur. Est-ce que tu as goûté à ça aussi? Alors, j'ai
pas le souvenir d'avoir mangé des soupes au saumon. Alors j'en ai mangé cet été à Hokkaido, au Japon, où justement il y a aussi des peuples traditionnels dans un village, et dans leur plat justement un peu traditionnel, oui, il y avait c'est une soupe au saumon, voilà. Mais en Laponie, c'est vrai que j'en ai pas mangé. Et d'ailleurs, alors j'ai vu des choses, voilà, faut voir d'où vient le saumon, parce que justement j'ai pu voir les élevages de saumon qui sont pas toujours terribles. Et Ah oui. justement, le petit monsieur sympa là chez qui j'avais dormi, il me disait qu'avant il était pêcheur. Maintenant, il ne pêchait plus parce qu'il n'y avait plus de poissons dans le fjord. Depuis qu'il y avait ces élevages intensifs de saumon qui étaient nourris avec plein de saloperies, ça faisait mourir tous les poissons du coin avec tout ce qui est rejeté dans l'eau. Et du coup, voilà, il y a de moins en moins de bons saumons. Et par contre, ces saumons d'élevage qui sont pas toujours terribles. Hein. Donc là, c'est bien de penser à l'origine des produits des fois parce que c'est pas toujours... Bien sûr. Oui, parce que c'est vrai des fois, on se pose même pas la question, on prend la barquette de saumon et voilà. Mais il y a aussi, tu racontes un tout petit peu, et puis moi, je l'ai vu dans mes recherches, tu me diras si je me trompe, les produits laitiers qui sont très importants avec le lait de renne. Il y a aussi le café Lapone qui est souvent accompagné de fromage, apparemment, j'ai vu. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce côté plus boisson, on va dire? Ah oui, boisson, j'ai pas le souvenir d'avoir bu je vois pas trop de produits laitiers, mais bon après, comme dans tous les pays du monde, il y a des bières, alors ça manque pas, il y en a partout. Non, des boissons, j'ai pas le souvenir de choses vraiment extraordinaires, même s'il y a certainement des choses qui doivent exister. Par contre, je me rappelle d'un dessert, je vais faire un chapitre, un dessert assez extravagant là en Finlande, le mummi. C'est un dessert à la consistance un peu appétissante, un peu noirâtre, molle. On a ça dans l'assiette, on se dit qu'est-ce que c'est? Ça serait pas du caca de reine justement pour la tradition avec le renne. Donc c'est pas très appétissant au premier abord. Bon, faut avoir envie. Et en fait, moi j'ai trouvé ça très bon. C'est fait avec de la mélasse de betterave. C'est un truc un petit peu improbable avec de la farine de seigle. C'est servi avec une crème anglaise et ils mangent ça souvent en Pâques. Bon. C'est vraiment un dessert très étonnant, très bizarre et qui finalement n'était pas mauvais du tout. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé. Je m'étais même dit je vais en ramener. Puis je suis allée au supermarché, je trouvais une barquette et puis arrivé à la caisse, je me suis dit non mais en fait, je vais jamais passer la douane avec ça. Et ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette chose. Donc j'ai ramené du hareng en boîte. C'était moins risqué. C'était plus safe. Et encore une fois, merci, tu me fais une super transition, parce que là, on a beaucoup parlé de la Laponie en hiver côté Finlande, côté Norvège, mais tu as été aussi côté russe, et justement, tu racontes à un moment que tu as eu un sacré comité d'accueil par les douaniers russes, parce qu'ils étaient fascinés par ta venue, et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? Parce que comme tu l'expliquais, tu aimes aussi dans tes voyages aller dans des endroits qui sont pas forcément touristiques, où tu as envie d'aller vraiment au contact de la population. Donc, est-ce que tu as peut-être eu peur à ce moment-là quand tu étais face aux douaniers? Qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, c'était une drôle d'expérience, effectivement. J'étais arrivée donc à Mourmansk, c'est la plus grande ville au nord du cercle arctique, côté russe. Et je suis arrivée vers 11h du soir. Donc c'est un petit avion qui venait de Moscou. Tout le monde c'est pas Saint-Pétersbourg, je crois. Tout le monde est parti. Bon voilà. Et en fait, 3 douaniers m'ont accueilli parce que ils avaient repéré qu'il y avait une étrangère. J'étais très intriguée. Et en fait, ils m'ont assicoté pendant 2 heures. Donc l'aéroport était fermé. Il y avait plus personne. J'étais toute seule là avec les 3 bonhommes qui m'ont posé plein de questions. Donc entre un mélange d'anglais approximatif et de russe un peu. Bon. Donc ça a été assez compliqué. En fait, ils étaient surtout curieux. Ils n'étaient pas méchants parce qu'ils comprenaient pas ce que je venais faire là. Voilà. Parce que Mourmansk, c'est une ville industrielle, c'est des barres d'immeubles, il n'y a rien à voir. Bon. Et puis après, la péninsule de Kola, c'était alors c'est très impressionnant au niveau des paysages. Ça change de la Laponie, c'est très austère comme ça, mais c'est aussi assez sauvage par endroits. Et puis c'était assez insolite au voyage d'ailleurs, mais je conseillerais pas forcément aux gens d'aller là-bas parce qu'évidemment il n'y a pas grand-chose à voir. Mais je suis tombée sur des gens super sympas après, donc c'était quand même une belle expérience. Mais c'est vrai que cet accueil à l'aéroport, ils ont épluché tout mon passeport, ça a duré, mais je me suis dit, mais ils vont me lâcher. Enfin, j'ai pas forcément eu peur parce qu'ils avaient pas des têtes de méchants. Ouais. Bien qu'on sait jamais, on peut se dire, où c'est qu'ils vont m'emmener, s'ils m'emmènent en poste, on va dire, on vous garde. Au final, voilà, ils comprenaient pas justement qu'une femme seule parte en voyage. Déjà que des touristes viennent là-bas, ça, c'est assez étonnant pour eux. En plus, une femme toute seule qui débarque comme ça un soir en disant, je viens visiter, bon. Ils ont trouvé ça un peu étrange et bon, finalement, ils m'ont laissé partir et ça s'est bien passé ensuite. Heureusement. Et c'est vrai que tu racontes que voilà, tu te
retrouve dans une ville un peu radioactive, une gare routière qui donne envie de se pendre, un moment, enfin on va garder l'anecdote pour le livre, mais tu tombes sur un psychopathe et c'est vrai qu'on lit ça en suspense à la lecture. Et en même temps, comme tu l'expliquais, tu as rencontré des gens adorables et tu t'es fait encore une fois de super souvenirs grâce à cette façon de voyager. Voilà, alors là, à nouveau pour dormir, là j'ai fait du couchsurfing. Un couchsurfing, je sais pas si vous connaissez le principe, c'est un réseau, vous pouvez rentrer un profil sur Internet, en gros, ça veut dire dormir sur le canapé de quelqu'un, chez l'habitant. Et donc là, j'avais contacté des gens avant de partir et au moment où j'avais créé une fille, hop, elle avait tout de suite répondu. En fait, elle a tellement peu de demandes qu'elle était contente à la de la visite. Et elle m'a hébergée alors, dans un immeuble de l'extérieur, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais enfin, c'est partout comme ça là-bas. Donc voilà, il y avait rien de... Et puis en fait, elle a un petit appartement très cosy, très mignon. Et puis elle m'a super bien accueillie. Alors comme elle m'hébergeait, je me suis dit tiens, je vais l'inviter à dîner. Elle me dit oh non, surtout pas, j'ai tout prévu. Elle avait acheté une bouteille de vin, il y avait un poulet au four, elle avait invité une copine et tout. Enfin, c'était un peu la fête pour mon arrivée parce que elle était tellement contente d'avoir une étrangère visiteuse qui venait dans sa ville où personne ne vient voir. Donc c'était finalement, on a passé vraiment des super moments ensemble. Voilà, donc c'est un peu à nouveau l'intérêt du voyage en solo et de faire l'effort de trouver des moyens de rencontrer des gens aussi. J'aurais pu me prendre un hôtel tranquille et puis je me suis certainement ennuyée. Bien sûr. C'est une bonne conclusion pour ce chapitre voyage. J'espère que ça va donner envie aux gens de découvrir la Laponie et comme tu l'expliques dans le livre, de pas forcément tomber dans les clichés, mais d'aller un petit peu plus à la rencontre de cette population, de cette faune et de cette flore. Et justement, donc en parlant de faune et de flore, pour cette deuxième partie du podcast, on va aborder une autre de tes passions. Ce sont les plantes, parce que tu es, corrige-moi si je me trompe, mais tu es biologiste de formation. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette passion pour les plantes, en fait ? Alors, c'est venu un peu j'ai progressivement au départ. Donc, évidemment, j'ai fait des études de biologie. Et puis, j'avais pas envie de finir dans un labo. Et après, j'avais fait un master de communication scientifique et technique pour apprendre, entre guillemets, à vulgariser la science. Donc, comment parler de science au grand public de manière un peu attractive. Et donc, voilà, j'ai eu différentes expériences. Et depuis quelques temps, après, j'ai travaillé au jardin botanique à Nancy. Et donc là, voilà, j'ai eu le temps de vraiment me mettre à la découverte des plantes. Et puis, c'est un univers assez fascinant. Alors, je suis pas botaniste de terrain, mais par contre, dès que je vais quelque part, s'il y a un jardin botanique, s'il y a des plantes intéressantes, je vais essayer d'aller voir tout ça. Et puis, les plantes, je trouve, ça nous fait voyager aussi parce que, évidemment, il y a plein de plantes différentes en fonction des pays. Et puis, elles ont toute une histoire assez incroyable, assez extraordinaire. Hein. Justement, j'ai consacré un premier bouquin sur les plantes, sur les plantes et les grands explorateurs, où j'ai trouvé des explorateurs qui sont un peu oubliés de l'histoire, mais qui ont eu des vies absolument incroyables, qui partaient à une certaine époque au bout du monde, qui risquaient vraiment leur vie pour aller chercher des plantes. Maintenant, c'est sûr, on prend l'avion, on a un GPS, on a du matériel. Alors, c'est évidemment, c'est plus facile maintenant d'aller explorer d'autres régions. Mais à l'époque, c'était des voyages vraiment extraordinaires. Les gens partaient pour des mois, ils partaient en bateau, ils savaient jamais s'ils allaient revenir. Beaucoup ne revenaient pas d'ailleurs parce qu'ils terminaient soit zigouillés par des pirates, soit parce qu'ils attrapaient des maladies. Enfin, il pouvait leur arriver tellement de choses. Et puis, ils partaient quand même pour découvrir le monde, pour enrichir la connaissance, pour découvrir des animaux, des plantes, d'autres modes de vie. Voilà, c'était quand même des moments d'aventure assez extraordinaires. Voilà, comme on n'en vit plus aujourd'hui. Ouais. Et encore une fois, j'aime bien parce que ça fait beaucoup le lien entre le bien-être, les voyages, donc ces hommes qui partaient à l'aventure pour amener des plantes. Et dans une interview, j'ai retenu une phrase que tu disais: les plantes sont des êtres vivants incroyables, elles sont belles, utiles, nous apportent du bien-être et de nombreuses ressources. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les plantes, elles sont essentielles à la production d'oxygène, elles améliorent la qualité de l'air, ça réduit le stress, c'est la conservation de l'eau et des sols, bien évidemment la biodiversité, dans l'alimentation, la médecine, la réduction du bruit, l'équilibre climatique, enfin il y a vraiment tellement de choses. C'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là sans forcément tomber dans l'aspect phytothérapie, où là c'est vraiment l'approche médicale qui utilise des extraits de plantes pour guérir. Mais là, j'aimerais bien qu'on aborde, en fait, autour des 3 livres que tu as écrits, peut-être commencer par ton livre Mauvaise graine, qui est apparu aux éditions Duno en 2021, où donc là, tu expliques « Je n'ai pas écrit ce livre pour vous faire peur avec d'horribles histoires botaniques.
Au contraire, ce que j'aime chez les plantes, c'est bien plus que leur beauté, vous l'aurez compris. Aimer la nature, c'est aussi avoir envie de la connaître, de la comprendre. Et comprendre les plantes, c'est s'intéresser à leur biologie, à leur évolution et à leurs usages. Donc là, c'est vrai que j'aime beaucoup, tu parlais de vulgarisation scientifique. En fait, tu as envie de... D'ailleurs, d'où t'est venue cette idée de vouloir vulgariser, en fait, tout cet aspect-là? Bah, c'est venu, comment c'est venu? Par ma formation de départ, donc forcément, voilà, c'est devenu aussi une passion, hein, avoir des connaissances ou transmettre des connaissances ou voilà, puisque alors là, c'est encore une mission importante, la vulgarisation scientifique, hein, parce qu'on entend beaucoup de fake news, on entend de plus en plus maintenant tout et n'importe quoi sur les réseaux. En même temps, on a de plus en plus de connaissances du monde. En même temps, on se rend compte plus on en sait, moins on en sait. Enfin, c'est souvent comme ça. Et du coup, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez passionnant de pouvoir essayer de décortiquer tout ça, de l'expliquer. Sur les plantes, justement, en ce moment, on apprend beaucoup de choses. Parce qu'au départ, c'était des êtres vivants. Et encore, quand on disait vivants, encore aujourd'hui, ça je l'entends. Hein, des fois, je vois des gens qui se baladent dans un parc ou des gamins ou parfois même des adultes. Ils voient pas d'animaux, ils disent il n'y a pas d'êtres vivants ici. Alors qu'ils sont au milieu d'arbres. Bon, il n'y a pas ici, il y a des êtres vivants. Mais voilà, comme quoi la plante a quelque chose de plus mystérieux au départ. Et il y a énormément de choses à découvrir encore sur les plantes. Donc c'est assez extraordinaire quand même. Voilà, et elles sont essentielles. Hein, comme on l'a dit, c'est vraiment indispensable à notre survie. C'est voilà, et donc expliquer comment vivent ces plantes, partager des choses dessus. Alors c'est vrai qu'avec Mauvaise Graine, là, j'ai pris un malin plaisir à raconter des histoires croustillantes de meurtres, du tueur en série, d'empoisonnement, enfin de choses assez diaboliques avec les plantes, mais surtout pour expliquer comment ça marche. C'est ça qui est intéressant, oui. le mode de vie de ces plantes, leur biologie. Et puis expliquer que finalement, la plante, elle est ni bonne, on dit toujours oui, la nature, on a des images un peu, la nature, elle est ni bonne, ni mauvaise. La nature, elle est ce qu'elle est. Les plantes, c'est pareil. Il n'y a pas des gentilles plantes, des méchantes plantes. Une plante, c'est une plante, elle n'a rien demandé. Par contre, c'est l'utilisation qu'on peut en voir qui peut être bonne ou mauvaise. Et on voit, il y a un certain nombre de plantes qui peuvent être très dangereuses, toxiques et mortelles, mais avec ces mêmes plantes, on peut extraire des médicaments. Et donc, ça peut aussi sauver des vies. Donc, c'est toujours pareil, c'est une question d'utilisation de ces plantes. Ouais. Et ça, justement, la double utilisation, tu en parles un petit peu avec la double vie de l'if. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le l'if a un double rôle? Alors, l'if, c'est un conifère que beaucoup de gens connaissent. Hein. Il y a des forêts d'if, de moins en moins, malheureusement, mais il y a aussi, c'est planté comme un arbre ornemental. Il y en a dans pas mal d'endroits. Il y en a près des cimetières, ça qui vit longtemps, et il y en a dans les parcs et jardins. Enfin, voilà, c'est un arbre maintenant qu'on peut trouver comme ça fréquemment dans les parcs. Et c'est un arbre entièrement toxique, sauf la partie charnue qui entoure la graine. Alors, c'est un conifère, famille des conifères, mais qui fait pas de cône. Il fait pas de pommes de port, il est assez original du coup. Mais il fait ce qu'on appelle des arils. Donc, c'est pas vraiment des baies, mais même si ça ressemble à des petits fruits rouges, il y a une partie charnue rouge qui enveloppe la graine à l'intérieur. Et en fait, tout est toxique sauf cette petite partie charnue. Alors, c'est toxique et mortel. Hein. Alors, il y a des accidents. Alors, on peut se suicider avec l'if. Hein. Voilà, je vais pas donner des mauvaises idées. Mais voilà, il y a des cas d'empoisonnement accidentel, alors surtout d'animaux. Hein, ça peut arriver, des animaux qui vont brouter des feuillages. Donc, il y a régulièrement des cas d'intoxication comme ça. Et puis, cet if, on a découvert aussi qu'on pouvait extraire des médicaments anticancéreux très efficaces. Et donc là, c'est vraiment le parfait exemple d'arbre qui est à la fois mortel et en même temps qui sauve des vies. Donc, c'est un bon exemple du côté un peu de la double face des végétaux. Ouais. Complètement, c'est fascinant. Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, tu racontes dans une interview que les plantes communiquent entre elles et qu'elles s'entendent. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça, j'en parle un peu dans mon dernier bouquin sur les plantes dans le cinéma. Où finalement, à partir de scènes de films, je me suis amusée à expliquer à nouveau des choses sur la biologie des plantes, hein, qu'on ne voit pas toujours dans les films. Hein. Je veux dire, en même temps, ça peut donner envie aux gens de revoir certains films, hein, même si je suis partie de films assez connus. Et puis, à un moment, j'ai un chapitre sur les films à l'eau de rose. Alors, j'explique évidemment qu'une plante est belle, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, c'est pas pour nous séduire, nous, les humains, et non. Voilà. Si une plante sent bon, c'est pareil, c'est pas pour nous faire plaisir à nous, c'est pour attirer les pollinisateurs. Et pour attirer les pollinisateurs, il y a plein il y a les couleurs, il y a les odeurs. Et puis, on a fait des découvertes récentes
alors pour certaines qui sont vraiment approfondies, mais il y a une équipe qui a découvert que certaines plantes pouvaient augmenter leur production de nectar, certaines fleurs, quand un insecte pollinisateur passait à côté, et apparemment elles entendaient, entre guillemets, les vibrations de l'insecte, et elles augmentaient leur quantité de nectar, qui incitait l'insecte à venir, et donc qui permettait à la plante d'avoir plus de chances d'être mieux pollinisée, et donc d'assurer sa survie et sa descendance, quoi. Donc voilà, c'est des choses assez extraordinaires. Et donc voilà, on en découvre tous les jours en fait sur les plantes. C'est quand même un monde assez vaste. Ouais. Je trouve ça fascinant. C'est vrai que tu vois, moi, j'étais pas spécialement fascinée par les plantes. Enfin, je m'étais jamais trop posé de questions dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que tu as une telle façon de comme tu en disais, de le vulgariser, de l'expliquer dans des termes très simples, avec des éléments de comparaison qui vont être familiers. Là, j'ai l'impression de découvrir tout un nouvel univers. Et si on revient sur, par rapport à ton livre Mauvaise graine, est-ce que tu peux nous dire quelle est la plante la plus dangereuse? Alors bon, évidemment, il y en a plusieurs. Il y a évidemment les plantes toxiques par ingestion. Donc là, qui vont, une plante Génu datura, il y a de fortes chances que ça se termine très 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 mal. C'est pas conseillé. Voilà. Il y a des cas d'ailleurs de ce qu'on appelle des confusions botaniques, des gens qui veulent cueillir une plante, ils se trompent, c'est pas la bonne, pas de chance, ils terminent à la morgue dans certains cas. Et puis après, il y a des plantes qui sont dangereuses au toucher. Je pense à un arbre qui est surnommé l'arbre de la mort, le mançonnier. Donc ça, c'est un petit arbre qui vit dans les zones tropicales, dans les Caraïbes, et puis qui a un espèce de latex comme ça qui est extrêmement dangereux. Et donc c'est pas le genre d'arbre auquel il faut se frotter parce que ça peut très mal finir aussi. Il y a aussi des orties qui sont absolument diaboliques en Nouvelle-Zélande et en Indonésie. Donc des plantes de la famille de l'ortie, mais sous forme d'arbustes, donc beaucoup plus volumineuses que nos orties. Il y a même des orties sous forme d'arbres. Voilà. Et pour certaines qui sont vraiment diaboliques et qui vraiment au toucher provoquent une douleur absolument épouvantable et qui rendent complètement fou, quoi. Donc voilà. Donc, c'est bien de pas trop se frotter à certaines plantes quand on les connaît pas trop. Pour aller de bien-être, faire des câlins aux arbres, c'est sympa, mais faut pas faire ça n'importe quelle plante parce que ça peut mal finir. Exactement. Et justement, tu parles de l'ortie et ça, j'étais assez fascinée de comprendre. Alors, tu vas peut-être mieux l'expliquer. Enfin, tu m'as sûrement mieux l'expliquer que moi. Où en fait, quand on rentre en contact avec elle, il y a une sorte de liquide qui sort de cette plante et c'est ça qui va nous irriter la peau, en fait. Voilà, alors les plantes, elles ont des mécanismes de défense, en fait. C'est ça que j'explique un petit peu. C'est qu'une plante qui est attaquée par un prédateur, par un animal, elle peut pas se sauver. Un animal, il peut se sauver, il peut se cacher, il peut se battre, non. La plante, elle peut pas. Voilà. Et donc, elle a trouvé d'autres techniques. Donc, c'est pour ça que, par exemple, elle fabrique des molécules toxiques. C'est pour ça que certaines plantes peuvent être urticantes. Et l'ortie, en fait, si on regarde les feuilles, en dessous des feuilles ou sur les tiges, il y a ces petits poils qui piquent. Mais en fait, ces petits poils, si on les regarde à la loupe ou au microscope, on se rend compte que ces petits poils, c'est carrément comme des aiguilles, en fait, comme des seringues, et comme quand on casse une ampoule, en fait. Si vous prenez des médicaments, des produits avec des sous-ampoules, on ouvre l'ampoule et hop, il y a un liquide qui sort. Et là, c'est exactement pareil. Quand on frôle la plante, elle réagit, entre guillemets. Il y a c'est l'extrémité de ces petits poils qui se cassent, qui sont comme des ampoules en verre, en fait, et qui dégagent tout un cocktail de molécules chimiques irritantes. Et donc, pour elle, c'est un moyen de protection pour pas se faire embêter. Voilà. C'est fou. Et tu abordes aussi, je trouve, un sujet qui est hyper important où tu parles du problème des plantes envahissantes, parce que comme tu l'expliquais, il y a beaucoup de plantes qui ont été transportées par l'homme et qui du coup menacent la biodiversité. Et tu parles notamment d'un exemple avec une plante à Tahiti. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce cas-là? Oui, alors ça, on fait le lien avec le voyage. Alors, toujours. Les hommes voyagent, mais les plantes aussi. Et donc, elles voyagent soit volontairement parce que des explorateurs ou des gens les ont rapportées pour les cultiver dans les jardins. Elles voyagent parfois accidentellement. Les graines, les graines, ça vole tout seul avec le vent. Il y a des systèmes d'accroche. On peut se promener, vous rentrez d'une balade en forêt, vous pouvez avoir des graines accrochées, et les trimballer comme ça. Donc, les graines voyagent toutes seules aussi. Et puis, il y a toute une histoire des introductions des plantes dans le monde entier. Et puis, il y a notamment une belle plante qui s'appelle le Miconia, qui a des feuilles très impressionnantes, très volumineuses, qui a été introduite à Tahiti comme plante ornementale, et puis qui s'est tellement plu qu'elle a proliféré beaucoup, et qui est devenue ce qu'on appelle une plante invasive, ou une espèce exotique envahissante,
C'est pas le cas de toutes les plantes, évidemment, heureusement, hein, c'est une plante sur 1000, donc voilà, il ne s'agit pas de diaboliser les plantes. Mais par contre, quand ça arrive, c'est très gênant, surtout dans les îles, qui sont des milieux très fragiles, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'on les trouve nulle part ailleurs. Oui. Et donc, du coup, si on fragilise ces milieux, elles disparaissent, elles risquent de disparaître vraiment complètement. Et voilà, ça c'est un bon exemple à Tahiti avec ce Miconia qui a recouvert les 3/4 de l'île et qui est vraiment problématique. Hein. Et donc, dans toutes les régions du monde, maintenant, il y a certains problèmes avec les introductions d'espèces animales et végétales. C'est incroyable. Et justement, pour faire ce lien avec ces plantes qui voyagent, j'ai aussi lu ton livre, donc L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, donc toujours aux éditions Duno, qui est paru en mars 2018. Et je pense que l'histoire qui m'a le plus fascinée, si tu veux bien qu'on en parle, c'est sur le thé. Ben voilà, le thé, on en consomme tous les jours. Ça fait encore une fois écho au bien-être quand on a envie de prendre un thé pour se sentir bien. Est-ce que tu peux, bon, bien évidemment, sans tout révéler pour garder un peu suspense pour ceux qui vont lire le livre, mais nous raconter en quelques mots l'histoire du thé parce qu'on en consomme tous les jours et j'ai l'impression qu'on est loin d'imaginer toute l'histoire qu'il y a derrière, toute cette aventure et tout ce voyage derrière le thé. Oui, alors là, c'est une sacrée aventure, effectivement, puisque là, dans ce livre-là, je fais toujours le parallèle entre une plante et un personnage, un grand explorateur qui a été parfois un petit peu oublié. Ou alors, je parle de plantes que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas l'histoire. Hein. C'est le cas du thé, c'est le cas de la rhubarbe, du kiwi, enfin des 2 plantes maintenant un peu banales, mais qui ont une longue histoire derrière elles. Et l'histoire du thé, c'est assez dingue, je trouve. Ça part avec l'histoire des Anglais, bien sûr. On sait que les Anglais aiment beaucoup le thé depuis un certain temps. Et puis, à une certaine époque, jusqu'au 19e siècle, le thé était cultivé essentiellement en Chine. Et les relations entre la Chine et l'Angleterre étaient très tendues, hein, ce qui a abouti d'ailleurs à des guerres, hein, les guerres de l'opium notamment. Et donc, les Anglais à un moment eu envie de cultiver leur propre thé pour avoir du meilleur thé, peut-être. Enfin, en tout cas, le thé de gérer leur production de thé. Ils voulaient introduire du thé dans leur colonie anglaise à l'époque. Donc, ils ont demandé gentiment aux Chinois, mais les Chinois ont quand même été malins, donc leur ont pas envoyé du thé, leur ont envoyé du camélia. Ça ressemble, mais c'est pas le même thé. Donc, ça a introduit le camélia comme plante ornementale en Europe. Hein, donc, voilà. Et du coup, les Anglais, ils se sont dit, on va envoyer quelqu'un le chercher. Et donc, ils ont envoyé un espion botanique. Hein, donc, c'est un peu une vraie histoire le James Bond de la botanique, je l'appelle. Oui. Hein, donc, c'est une vraie histoire d'espionnage, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'espionnage industriel, peut-être. Hein, alors ça se fait pas trop. Donc, ils ont envoyé un explorateur qui est quand même parti dans des conditions assez compliquées. Donc, quelqu'un qui s'appelait Robert Fortune et qui est parti comme ça pendant un certain temps pour aller voler le secret du thé aux Chinois. Donc, pour amener les pieds, pour les introduire en Inde, et puis pour observer comment les gens cultivaient le thé, parce que c'est pareil, il fallait connaître les méthodes de culture, comment ça pousse, voilà. Et donc, ils ont envoyé ce personnage qui a eu une vie assez incroyable. Et donc, je le raconte un peu aussi la vie de ce Robert Fortune qui a vécu des tas d'aventures en Chine. Et en fait, chacun de ces personnages, c'est un roman d'aventure, en fait, parce que vraiment, ils partaient dans des conditions complètement improbables et c'est assez incroyable, en fait. Et tu expliques même, ça je ne savais pas et j'ai bien envie de le partager avec l'audience, la différence entre le thé vert et le thé noir. Tu le racontes aussi ça dans ce chapitre-là. Voilà, parce qu'avant, les gens pensaient que c'était 2 espèces différentes, en fait, 2 plantes différentes. Et puis, ça, c'est une des découvertes de Robert Fortune. Il a remarqué que c'était exactement la même plante, Camellia sinensis, mais que c'était, une fois que les feuilles étaient récoltées, dans un cas, il y avait un processus d'oxydation et pas dans l'autre. Mais au départ, c'est exactement la même plante. Donc, ça fait partie un peu des découvertes de Robert Fortune. Ouais. Et vraiment, encore une fois, je mettrai les références de tes livres sur le lien de l'épisode. C'est, comme tu l'expliques, c'est un voyage en soi par chapitre, et même au final dans tes livres de récits de voyage où chaque petite partie est un voyage en soi parce qu'il y a tellement d'anecdotes qui font voyager. Et pour terminer, si on peut aborder le côté avec les plantes font leur cinéma, de la petite boutique des horreurs à Avatar. Donc ça, c'est toujours aux éditions Duno, c'est paru, donc c'est le plus récent, il me semble, en avril 2023. Oui. Où là, tu nous expliques plein de choses, encore une fois, avec des éléments qu'on connaît. J'ai vu, par exemple, il y a un chapitre astrobotanique avec le film Seul sur Mars, un chapitre éthique et génétique avec Avatar, un chapitre Les plantes et la mort avec Into the Wild, et c'est vrai que ça me fait penser on parlait tout à l'heure de la Laponie avec ces baies rouges qui sont très connues là-bas. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ton exemple préféré sur ce livre-là, Les plantes font leur cinéma?
Alors en fait, ils sont tous bien, je trouve, parce que justement, j'ai trouvé j'ai vraiment des bons films, en tout cas, qui ont permis de raconter des choses. Et c'était aussi un moyen original de parler un peu des plantes et de dire que ce sont des vraies stars, des stars dans la vie, des stars de cinéma aussi, pourquoi pas. Et certaines ont vraiment le premier rôle, elles sont centrales dans le film. Parfois, c'est un rôle un peu secondaire, mais qui permet de raconter plein de choses. Effectivement, avec le premier chapitre sur les plantes carnivores, alors ça, il y avait de quoi raconter, hein, parce que c'est tout un monde, ces plantes carnivores. Donc, il y a ce fameux film, La Petite Boutique des Horreurs, qui est un vieux film de 1960, qui est très drôle, hein, c'est une espèce de comédie horrifique, hein, un peu bricolée, enfin, voilà. C'est un film qui commence à être ancien, mais qui est drôle, avec une plante mangeuse d'hommes. Et donc, c'est prétexte à expliquer tous les fantasmes autour de ces plantes carnivores, comment elles vont attirer leurs proies, comment elles vont les capturer, les digérer. Et puis, rien que cet univers des plantes carnivores, ça nous fait voyager aussi, parce qu'il y en a dans plein de régions du monde, il y en a des incroyables à Bornéo, il y en a dans les tourbières, il y en a chez nous, hein, mais en France, hein, pas besoin d'aller au bout du monde, des petites drosera dans les tourbières des Vosges, par exemple. Donc, c'est vraiment un univers passionnant. Donc, à partir du cinéma, voilà, ça a permis de raconter des choses. Bien sûr, il y a l'histoire d'Into the Wild avec un empoisonnement avec une plante. Donc, il y a eu toute une enquête pour savoir quelle était cette plante. Voilà, Avatar, c'est les plantes bioluminescentes. Il y a effectivement, les films à l'eau de rose, finalement, c'est les films que j'ai choisis. C'est pas forcément des comédies très romantiques, mais enfin, voilà, ça a permis de parler de l'amour entre plantes, enfin, chez les plantes, la relation entre les plantes et les insectes. Voilà, en tout cas, ça permet de raconter plein de choses. Il y a un film qui est génial aussi, donc je parle sur le dernier chapitre sur les plantes menacées, un film qui s'appelle Adaptation, avec Meryl Streep et Nicolas Cage, qui est vraiment génial et qui permet de parler des orchidées, justement des voleurs d'orchidées, des explorations autour des orchidées. Enfin voilà, c'est aussi un univers assez fascinant, donc oui, il y a de quoi faire, ouais. Et peut-être pour conclure ce chapitre sur les plantes, est-ce que tu as une plante préférée ou une plante sur laquelle tu reviens toujours, qui te fascine le plus? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais la question difficile, mais si tu devais en garder une seule, tu garderais laquelle? Alors, évidemment, elles sont toutes différentes, c'est ça qui est bien. Aussi bien la vulgaire pâquerette, entre guillemets, où je donne souvent un exemple, parce que je dirais qu'une pâquerette, c'est une plante, c'est une fleur composée, c'est pas une seule fleur, c'est plein de petites fleurs. Donc, vous offrez une pâquerette, vous offrez un bouquet de fleurs. Voilà, ça c'est pour les radins. Et sinon, dans les plantes plus incroyables, j'aime bien citer la Rafflesia, c'est la plus grande fleur du monde qu'on va trouver en Asie du Sud-Est, qui mesure 1 mètre de diamètre, qui est très spectaculaire, qui a aussi un mode de vie assez incroyable, qui vit en parasite sur une liane. Enfin voilà, ça ça fait partie mais vraiment des plantes incroyables en fait, hein, qu'on ne passe pas tous les jours et voilà. C'est ça qui est bien. Il y a la toute petite discrète, mais Oui. qui est vraiment mignonne et sur lesquelles il y a des choses à dire. Et puis, il y a la grosse fleur assez dingue. Voilà. C'est incroyable. Donc, encore une fois, je mettrai les références de tes livres. Et donc, j'espère aussi que ça aura donné envie aux gens de découvrir la Laponie, donc de découvrir les plantes. Je pense qu'il y a tellement de références et vraiment, je suis très contente, on va dire. C'est un petit peu, là, la partie un petit peu égoïste, mais c'est vrai que dans ce podcast, je suis tombée sur ton livre et j'ai vraiment découvert tout un univers. Là, j'ai hâte de lire ton livre sur la fille qui voulait voir l'ours, comme tu l'expliquais, où tu racontes ton aventure au Canada. Donc voilà, c'est tout un univers. Je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir tout ça. Et pour terminer, j'aime bien demander à mes invités, est-ce que tu as un coup de cœur du moment? Donc ça peut être peut-être un livre que tu as lu récemment, un film qui t'a plu, peut-être un documentaire. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Qu'est-ce qui me vient? Alors, j'ai lu pas mal de choses récemment. Alors, mon dernier voyage, c'était en Inde. Cet été, j'ai fait 2 voyages en Inde et j'ai découvert la littérature indienne contemporaine, où il y a des très très bons auteurs. Donc, ça permet de découvrir un pays, mais aussi toute une culture, de se plonger dans les écrits d'un pays. Et là, ça a été une belle découverte, cette culture indienne. Je pense, là, je viens de lire un roman, alors pas n'importe qui, de Tagore, qui a été prix Nobel de littérature. Donc là, c'est pas n'importe qui. Et dans les auteurs plus contemporains, j'ai lu un roman qui se passe à Calcutta d'Amitav Ghosh, une espèce de roman historique qui permet de se plonger dans la vie de Calcutta, qui était vraiment passionnant. Donc voilà, petit coup de cœur récent sur la littérature indienne. Parfait. Mais merci beaucoup. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je me répète beaucoup, mais comme à chaque épisode, c'est passé beaucoup trop vite. Je pense qu'on aurait eu encore... Il y aurait de quoi faire plein d'épisodes pour raconter tous les voyages que tu as fait. Sur les plantes aussi, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais il y a plein de choses à découvrir. Donc
foncez, parce que moi, pour le coup, mon coup de cœur du moment, c'est vraiment ton livre Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse, parce que j'ai l'impression en fait que en général les récits de voyage, ça peut vite être barbant en fait, si on n'aime pas trop le style d'écriture ou si la personne est un peu trop centrée sur son expérience et pas trop être dans le partage. Et toi, tu veux vraiment partager avec nous ce que tu as vécu et encore une fois avec beaucoup d'humour. Et je pense que les auditeurs, auditrices auront ressenti ton humour aussi à travers ce podcast. Donc, merci beaucoup. Et est-ce que tu as peut-être des projets pour la suite, à continuer à écrire sur les plantes ou peut-être de nouveaux voyages ? Alors oui, voyage qui se précise. Là, je pars la semaine prochaine, un petit escale au Japon pour aller en Nouvelle-Calédonie, puis à Taïwan. Voilà, donc des beaux grands voyages là qui s'annoncent là pour 2 mois. Ouais. Mais écoute, profite bien et j'ai hâte de découvrir si tu nous raconteras ça par écrit. Donc encore une fois, merci Katia et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.